merci à vous tous, fidèles auteurs, exposants. Cette année, on va faire assez court parce que bon, le temps c'est pas tellement prêté à beaucoup de visites de clients, mais bon, demain normalement ça devrait s'améliorer. Mais aussi, je pense que c'est un aspect un petit peu général qui fait que c'est une année un petit peu plus difficile. Mais quand même, je pense que vous êtes contents d'être là, de participer à ce 23e salon. Et je souhaite que demain, la journée soit un peu meilleure. Bon, maintenant, je vais laisser la parole à Madame Barthes, Madame la maire. Et ensuite, vous aurez la remise des prix de Navarinx 2026. Madame Barthes, c'est à vous. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir à Navarinx pour ce 23e salon. Donc 23 ans que ce salon existe. Un salon couplé avec la foire agricole, comme on aime à le dire. C'est vrai que allier l'agriculture et la culture, ça a été une très très bonne idée à l'époque de faire ce salon en même temps que la foire. Effectivement, le temps n'a pas été très beau aujourd'hui, et c'est vrai que le public n'a pas été très présent, mais on espère fortement que demain ça ira bien mieux. En tout cas, c'est toujours un plaisir de revoir des auteurs fidèles, d'autres auteurs. Le Char, qui est aussi présent chaque année, qui fait un travail formidable sur Navarinx et qui est présent aussi chaque année. C'est vrai que un salon du livre, c'est mettre un auteur face à ses lecteurs et pouvoir échanger, en fait. C'est ça qui est intéressant. Donc on espère qu'il y aura d'autres salons. Une petite pensée pour Michel Puaret, qui n'a pas pu être, qui ne peut pas être présent aujourd'hui pour cause de santé. Mais en tout cas, voilà, on pense fort à lui, et il est aussi une cheville ouvrière de l'organisation de ce salon. Bon, je ne vais pas être plus longue, en tout cas, merci à vous, et je vous souhaite un très bon salon du livre, et puis en espérant que demain, vous ayez une foule de lecteurs qui viennent vous voir, vous rencontrer, échanger avec vous. On vous le souhaite et je vous le souhaite fortement. Merci. Merci Madame Barthes. À ce sujet, évidemment, Michel Poiret, qui est un des piliers du salon et qui s'occupait de la logistique et qui malheureusement aujourd'hui n'est pas là. On lui souhaite effectivement un bon rétablissement. J'ai appris qu'il était rentré chez lui déjà, ce qui est une bonne nouvelle. Je voulais remercier surtout un garçon qui est là, qui s'appelle Richard. Je le vois du côté de là, par là, à droite, au fond. Il se retourne, oui, c'est toi, c'est pas l'autre. Voilà, qui a, au pied levé, je dois dire, repris toute la logistique, et c'est pas quelque chose de facile. Vous le verrez demain avec le repas qui aura lieu, puisqu'on ferme le salon pendant 2 heures, et vous mangez là-haut comme on fait d'habitude. Hein. Certains connaissent bien le système, mais toute la logistique, c'est Richard qui s'en est occupé, et vraiment, bravo Richard. Alors maintenant, nous allons passer à la remise des prix, du prix littéraire de Navarinx. Donc cette année, comme tous les ans, pour cette 23e édition, il y aura 3 prix. Un premier, un deuxième et un troisième, Nadine. Bon. Vous comprendrez, quand on remettra les diplômes, on m'a signalé qu'il y avait un premier prix, un deuxième et un deuxième. Voilà. Alors ça, c'est des imprévus, ce qui est normal, hein, mais en fait, il y a 3 prix. Alors, la remise des prix va se faire avec 2 personnalités formidables qui écrivent. Hein, Elisabeth. Alors, Elisabeth, je connais Elisabeth depuis pas 40 ans. Elle écrit des livres formidables, mais je l'ai connue du temps où elle était en Russie, dans l'Antarctique. C'est ça? Et un peu en Afrique aussi. C'est un globe-trotteur. Et elle écrit des livres magnifiques. Elisabeth Marin-Borde, membre du jury du prix des remparts cette année.
Nathalie Gipoulou, qui écrit aussi, qui a une dizaine de livres avec un stand ici, et qui était là l'année dernière et l'année d'avant, va aussi vous présenter. Après, alors, tous les livres ont été lus. Il y avait une quinzaine de livres, je sais plus, entre 15 et 20, je ne sais plus exactement. Et donc, il y a, ces 3 prix vont vous être présentés tout de suite, immédiatement, avec les lauréats qu'elles vont vous annoncer. Merci à tous et à demain. Et demain sera une très bonne journée. Vous allez voir qu'il a rattrapé un petit peu ce début de salon un petit peu mou, je dirais. Voilà. Mais vous allez voir, ça va bouger, ça va pulser. Alors bonsoir à tous. Donc j'imagine les auteurs qui sont en compétition, le cœur qui bat très 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 fort, donc on va pas faire durer le suspense très longtemps. Vraiment c'était un agréable moment de découvrir ces œuvres, et c'est toujours, quand on écrit, on adore lire bien sûr, hein. Souvent les écrivains ce sont des grands lecteurs, et donc c'est très, je pense que c'est, quand on est ému en lisant un texte et qu'on en pleure, je pense que l'auteur a réussi ce qu'il voulait faire. Et c'est ce qui m'est arrivé en lisant ce premier prix qui est destiné au roman 100 ans déjà. Là, je vais commencer à lire, mais 100 ans déjà de Georges Barax. Voilà. Qui est... Bravo à vous. Unanimement. Avec 100 ans déjà, vous avez composé un roman de mémoire et de lumière, profondément enraciné en Bigorre, votre région natale. Inspiré de souvenirs d'enfance, ce livre fait naître une fiction qui respire le vrai, avec tendresse et beaucoup de... vous parlez de vie simple, des gens de là-bas et des territoires qui façonnent ces villas. Et on a vraiment l'impression, oui, de plonger dans ces moments d'enfance et ce territoire. Et au cœur du récit, c'est donc 100 ans déjà, c'est l'histoire de Louis Barat. C'est un médecin de campagne à l'ancienne, c'est-à-dire à l'ancienne, il allait se déplacer chez les gens, et donc dans les vallées justement, voilà, avec sa voiture. Il changeait de voiture tous les 2 ans quand même, hein, voilà, c'était son petit péché mignon. Lui, et on suit ce Louis qui va atteindre 100 ans. On commence le roman sur son 100e anniversaire, point de départ d'un retour sur un siècle traversé bien sûr de plein d'événements historiques, et à travers l'histoire de cette famille, on va à la rencontre de ces événements historiques. Et donc il y a la guerre, il y a les épidémies, les bouleversements sociaux, et c'est donc on traverse toute cette époque, et on a ces gestes, ces voix, les paysages, cette manière d'habiter le monde. On a l'impression, moi j'ai découvert des choses, hein, vraiment j'ai appris aussi des choses que j'ignorais vraiment sur, je sais pas, des moments de vie, des façons de vivre que j'ignorais. Parce que je suis très jeune en fait, c'est pour ça. La moitié de 100, donc voilà. Et en fait, votre livre, il y a vraiment ce dialogue intime entre la petite et la grande histoire. C'est ça qui est intéressant. Et on sent qu'il y a des souvenirs qu'il y a de la réalité. C'est aussi des anecdotes que vous avez. C'est votre vie par moment, j'imagine, ou des anecdotes qu'on vous a relatées. On a aussi des figures connues, donc un joueur de rugby local, on parle de Jacques Chancel, voilà. Tout ça, on avance dans votre histoire et dans le passé, mais c'est très vivant. C'est ça qui est intéressant, c'est on vous suit, on est avec ce Louis Barat, et on voit sa vision de sa vie. Même sur les relations qu'il a eues avec ses enfants, et il se dit peut-être que j'aurais peut-être pas, pourquoi j'étais comme ça avec ma fille, voilà, il avait 3 enfants, et une fille qui a fait un lycée technique et il n'a pas supporté, et voilà, c'est des petites choses, des petits détails comme ça, mais qui sont très touchantes.
Donc on voit que les racines, elles bougent, elles ne sont pas figées, et ça c'est... Et elles nourrissent notre présent, et ça c'est très important. Votre écriture, pardon, elle est simple, elle est chaleureuse, il y a beaucoup d'émotions, et elle n'est pas forcée cette émotion. J'ai commencé en disant que j'ai pleuré à la fin, oui, parce qu'on n'a pas envie de lâcher ce centenaire, en fait, on voudrait qu'il soit encore là. Vraiment, j'ai l'impression d'avoir partagé cette vie de Louis Barratt, et de trouver, voilà, c'est un parcours très humain, très familier. Et je trouve que c'est un roman de transmission, vraiment. Ça célèbre le temps qui passe sans l'effacer. Et puis, je trouve que cette histoire, elle n'est pas seulement locale dans votre enfance, mais c'est une histoire universelle qui peut toucher tout le monde. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce moment passé à travers de cette famille. Merci à vous. C'est très touchant, je vous remercie beaucoup, je remercie le salon de Navarinx de votre accueil et puis de ce prix qui encore une fois me touche beaucoup. Alors, moi j'ai été comédien professionnel pendant 40 ans et je crois que ça m'aide beaucoup à dialoguer, il y a pas mal de dialogues dans le roman, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'étant comédien professionnel, je regardais toujours les Césars, je regardais les Molières, je me disais, oh là là, si jamais j'ai le prix ici, à Navarinx, il va falloir que je fasse un discours. Alors je me suis mis sur mon ordinateur, ça date d'il y a 3 mois, et j'ai commencé à écrire un discours, sauf que le discours il fait 126 pages. Alors il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que j'ai oublié le discours à Bordeaux, enfin à Bègle, là où j'habite, ça c'est la bonne. La mauvaise, c'est que je l'ai appris par cœur. C'est une plaisanterie. Non, je veux juste dire 2 mots. Je suis venu ici dans ce salon alors que j'habite à Bègle, enfin à Bordeaux, et que c'est loin, et que c'est pas très cohérent en fait de prendre des distances comme ça pour un salon du livre, mais j'ai envie, avec ce roman, de participer à tous au maximum de salons du livre qu'il y a dans les Pyrénées, parce que je suis né là-bas. Enfin ici, si je peux dire, je suis né à Lourdes, et non c'est pas un miracle, hein, à chaque fois, j'ai fait le salon du livre de Bagnères, j'ai fait celui d'Argelès, j'ai fait celui de Navarinx, et ça me touche énormément de venir dans mes Pyrénées natales pour présenter ce roman, que je dédie à ma mère, qui est en photo sur la couverture, qui a eu une vie très chaotique, dont je parle d'ailleurs. Le roman est totalement fiction, sauf que, effectivement, à l'intérieur, il y a énormément de choses que j'ai pu vivre. Donc, c'est à la fois romancé et il y a des histoires vraies. Et l'histoire de ma mère est vraie dans le livre. C'est une histoire bouleversante que je ne vous raconterai pas, puisque j'ai dit que je ne ferai pas 126 pages, et je vais donc m'arrêter là en vous remerciant à nouveau, et on se verra demain, hein, de toute façon, on est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Alors, maintenant nous passons au 2e prix qui récompense un roman qui s'appelle Au nom de la croix, que je vais remettre à Robert Louison. Alors là, c'est un roman policier médiéval en fait. C'est entre ici et maintenant, ici et le XVIe siècle en fait. Donc c'est 2 parallèles, 2 histoires qui se rejoignent, et c'est entre la France et l'Espagne, entre maintenant et le XVIe siècle. On est entre 2 époques, et c'est une enquête policière qui rejoint aussi la grande histoire. C'est le point commun entre les 2 livres, c'est que ce sont 2 histoires qui rejoignent la grande histoire, et on commence par, comme tout roman policier, soit il y a des morts, soit il y a des disparitions. Là, c'est une disparition, c'est Pablo, qui a 17 ans, qui disparaît après la vente d'un objet ancien,
fragment d'un passé encore brûlant. Et autour de cette énigme, se rencontre Bernard, c'est un enquêteur privé. Alors je sais que vous avez écrit plusieurs polars et c'est le 4e, c'est ça? Le 10e, d'accord, avec et ce couple d'enquêteurs, donc Bernard, l'enquêteur privé, et Pilar, officier de la garde civile espagnole, qui est spécialisé dans le patrimoine. Donc en fait, on a ces deux regards et ces deux pays en fait qui. Donc je pense que c'est par rapport aussi à votre expérience professionnelle. On a cette on plonge dans ces histoires. Donc on a une enquête. Vraiment, c'est très inattendu la fin. Voilà, il y a vraiment. On est vraiment, voilà, c'est un vrai polar, on est accroché, on veut savoir pourquoi il a disparu, où est-ce qu'il est passé. Et donc on plonge d'abord dans l'histoire, dans 5 siècles en arrière, avec le destin d'Alonso, qui est un fils d'esclave parti vers le Nouveau Monde en 1520, jeune homme porté par la foi, par la peur aussi, et par l'élan irrépressible de découvrir l'inconnu. Et on a ce roman qui fait dialoguer les trajectoires avec une maîtrise remarquable entre les siècles et on voit que ce mystère grandit. Pourquoi cet objet d'art, ces pièces de monnaie, quel est le lien entre les deux histoires? Au départ on ne comprend pas forcément, mais voilà, on avance petit à petit et chaque retour dans le passé éclaire le présent. Voilà, c'est vraiment fait de manière comme une torche discrète, c'est très très bien fait. Donc c'est aussi un livre de paysage et de savoir. C'est un roman policier où on apprend énormément de choses. Vraiment, on passe de Tordesillas au lac Atitlán, des chantiers navals aux routes maritimes, des plantes aux pierres. En fait, c'est vraiment, c'est à la fois très encyclopédique, très didactique, aussi avec l'architecture aussi. Donc c'est bien fait parce que c'est pas du copier-coller. En fait, c'est très très bien écrit. Il y a une matière vivante très forte et votre écriture elle est fluide, elle est précise, il y a plein de rebondissements et c'est vraiment un plaisir de vous lire, vraiment un plaisir. Et donc c'est un roman qui mêle l'aventure, la connaissance, le suspense, la mémoire, et on voit que la littérature ça peut être aussi un passage entre les siècles. Et ça c'est vraiment très... Oui, c'est étonnant en fait d'avoir réussi. Enfin, vous avez réussi ça parce que c'est pas évident de faire dialoguer les siècles et de faire bouger les frontières. Et donc là, moi, je vous remercie pour ça, d'avoir réussi à transmettre ces deux mondes. Et je pense qu'on a actuellement dans notre monde qui bouge énormément, on a besoin de ce passé. Voilà, ça nous éclaire aussi pour vivre notre présent. Et ça peut aussi nous poser quelques questions, faire poser des questions sur les gens qui bougent, les gens qui sont obligés de quitter leur pays, le regard qu'on porte sur eux. Donc, il y a tout ça dans votre bouquin, il est très riche et merci encore pour ce voyage. Alors, oui, un petit peu, je vais être court. Tout d'abord, je voudrais féliciter le jury pour son excellent second choix. Bon, ensuite, je parle d'histoire, bien sûr. J'étais prof d'espagnol et j'ai été passionné par mon métier, pas comme tous les profs. Moi, j'étais un prof passionné par mon métier et j'ai gardé quelque chose qu'on pourrait appeler un prurit pédagogique. Le prurit pédagogique, c'est l'envie de faire passer des choses. Et dans mes premiers romans, on me disait, oui, c'est un peu long sur l'histoire, tu expliques trop, etc. Et comme dit madame, sans doute, c'est le ressenti. Je pense que de ce côté-là, j'ai réussi à faire passer les choses d'une façon un peu plus fluide. Alors, ce roman, il y a un côté KPDP et il y a un côté très très contemporain avec la ville de Tordesillas, qui est la ville jumelle d'Agetmo où j'habite. Et comme mon épouse et moi avons été à l'origine du jumelage avec Tordesillas, c'est très facile de parler de cette ville que nous connaissons bien. En outre, en ce qui concerne la période du XVe siècle, c'est-à-dire le moment où le commerce triangulaire a commencé, on voit peut-être
pourquoi je me suis intéressé à l'esclavage. Et j'ai voulu aussi un peu faire comprendre que l'esclavage n'était pas qu'une affaire de blanc. Pour en savoir plus, il faudra acheter le roman. Après, de toute façon, Isabelle, on vous remonte tous les trois. Hein. Ah d'accord. Non, mais... Merci. Je vais essayer de remettre le prix suivant, qui est un prix coup de cœur et qui est attribué à Sébastien Cossé pour son art. Donc c'est un artbook qui est à l'origine, au départ, un ensemble d'illustrations, de graphismes qui étaient destinés à l'écriture d'une BD. Et c'est quand on regarde ce livre, il y a une très grande richesse esthétique. Et on se rend compte de l'énorme travail de recherche, de rigueur qu'implique l'illustration en fait d'une BD. Et donc voilà, je préfère vous céder la parole pour que vous en parliez plus, parce qu'en fait, ce qui était au départ un projet de BD est devenu un roman en fait, une série de romans. Voilà. Donc je vous laisse la parole pour en parler de manière un peu plus approfondie et précise. Voilà. Merci tout d'abord pour le prix. Pour ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas à l'aise au micro. Alors effectivement, Arcana, c'était un projet de bande dessinée que je traîne depuis plus de 30 ans. Sauf qu'à l'époque, je n'avais pas le niveau nécessaire en dessin. Donc j'ai été travailler le dessin encore et encore. Sauf que pendant ce temps, cette fourbe a continué à évoluer et l'histoire est devenue indessinable du fait des introspections, des émotions, des pensées. Donc j'ai choisi de basculer sur le roman. Sauf que j'avais 3 tonnes de dessins, d'illustrations, de couvertures, de projets, et que je trouvais dommage de ne rien en faire. Et du coup, ce livre, finalement, est un livre sur mes autres livres. Voilà. Voilà. Donc... Oui, mais il faut préciser qu'il y a des signatures prestigieuses aussi. Alors, ouais, comme c'est un personnage que je traîne depuis très longtemps, bon, et que j'écume les salons BD, des fois en dédicace, je demandais aux auteurs, tiens, est-ce que tu peux me le faire à ta manière, quoi. Et c'est comme ça que j'ai une jolie petite collection d'Arcana dessinés par. Et alors j'ai demandé à tous les auteurs l'autorisation de les reproduire, et tous ont accepté. Et donc effectivement, il y a des grandes signatures comme Edica, William Maury, les Sisters, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin plein. Gérard Romero. Pardon ? Gérard Romero aussi. Mais bon, il est assez inaccessible en ce moment. Donc il n'y a pas à voir. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment pour avoir choisi le livre. Et, voilà. Et puis, merci aussi pour cet excellent salon où je reviens toujours avec plaisir et où je passe un excellent week-end.